Aujourd'hui, je pose une question simple. Est-ce que toutes les calories font grossir autant les unes que les autres? La réponse est non. Mais ce que je me propose de faire ici, c'est d'y répondre plus précisément en deux parties. La première, c'est de définir ce qu'est vraiment une calorie. La seconde sera consacrée à la balance énergétique. On abordera quelle est la bonne manière de lire cette balance énergétique. À votre avis, est-ce qu'une calorie de caramel au beurre salé est la même chose qu'une calorie de chou ou de navet? Bien sûr que non, c'est juste du bon sens. Et pourtant, partout autour de nous, directement ou implicitement, on nous dit que c'est la même chose. Une calorie vaut bien une autre calorie. Alors vous allez me dire, mais si la prise ou la perte de poids n'est pas directement liée au nombre de calories, alors qu'est-ce que c'est? Eh bien notre réponse hormonale, ou plutôt celle de notre organisme, va être radicalement différente selon les aliments, donc selon la nature des calories et non pas uniquement leur quantité. Au-delà de ça, il y a des facteurs nombreux et bien plus complexes qui rentrent en jeu et qui peuvent être très différents eux aussi d'un individu à un autre. Puisque j'y suis, savez-vous que la calorie est une très ancienne unité de mesure qui a été définie en 1824 par un physicien français, j'ai nommé Nicolas Clément. Une calorie, écoutez-moi bien, c'est la quantité d'énergie nécessaire pour faire passer 1 gramme d'eau de 14,5 à 15,5 degrés Celsius. Voilà ce qu'est la vraie définition d'une calorie. Alors comment savoir combien font 100 grammes de carottes? Eh bien vous vous mettez en laboratoire, vous prenez un calorimètre qui est un instrument de mesure et vous brûlez ces carottes. Une fois terminé, le calorimètre va vous indiquer combien de chaleur il vous a fallu déployer pour ce faire. C'est comme ça que l'on fait, pour savoir le nombre de calories pour chacun de nos aliments. Alors maintenant que je vous ai dit tout ça, je vous rassure, votre corps n'a pas une tête de calorimètre et il ne s'y passe pas du tout les mêmes choses. Il ne s'agit pas d'être pour ou contre les calories. Ce dont je discute en réalité ici, c'est l'utilisation et l'interprétation qui en est faite. Vous comprenez bien que l'avantage de simplification et de praticité que comporte le concept de calories a une contrepartie évidente. C'est qu'elle incite bon nombre de gens, en fait, à essayer de caractériser des problèmes très complexes en les simplifiant à l'extrême par le biais des calories. Si je vous demande quelle est la différence entre 1 kilo de plomb et 1 kilo de plume, vous connaissez tous la devinette, donc la réponse. Les deux font 1 kilo. Pourtant, si je largue 1 kilo de plomb au-dessus d'une étendue d'eau, il se passera quelque chose de totalement différent que si je fais la même chose au-dessus de la même étendue d'eau avec le même kilo, mais de plumes. En fait, on peut très vite faire des erreurs fondamentales de jugement, d'interprétation. Alors, soit parce qu'on a une mauvaise compréhension de ce qu'est une calorie ou des phénomènes plus complexes qui sont sous-jacents, soit par négligence ou pire, par facilité. Une calorie est un concept finalement assez générique. Ça va aider certainement beaucoup de gens à gagner beaucoup d'argent en nous incitant à consommer leurs produits ou leurs programmes de coaching ou leur box régime. Je ne suis pas certain que ça nous aide tant que ça à perdre des kilos. Très appétissant. Ce plat typique a gardé l'accent des vallées du Pays Basque. Relevé d'une pincée de paprika et d'une touche de laurier, il vous enchantera par ses saveurs piquantes et colorées. Et c'est là qu'on aborde la deuxième question que j'évoquais en début de vidéo, à savoir la balance énergétique. Cette balance énergétique, en fait, elle provient de la première loi de la thermodynamique qui nous dit que l'énergie totale d'un système isolé n'est ni créée ni détruite, elle reste constante. Et c'est pour ça qu'on vous explique sans cesse que si vous mangez plus que ce que vous dépensez, il va bien falloir stocker les calories en trop. Ainsi, l'équation est vérifiée, on a autant de calories en entrée qu'en sortie. En fait, c'est exactement ce que disait Coca-Cola dans une pub il y a quelques années. Pour vaincre l'obésité, nous devons tous agir ensemble, en se basant sur un simple fait de bon sens. Toutes les calories se valent. Si vous mangez ou buvez plus de calories que vous n'en dépensez, alors vous prendrez du poids. Cela vaut aussi bien pour Coca-Cola que pour tout ce qui contient d'autres calories. Donc si je résume un petit peu ce qu'ils nous disent, c'est quoi? Nos calories ne sont pas plus mauvaises que celles des autres, puisqu'elles se valent toutes. Vous pouvez bien prendre vos calories à partir de Coca-Cola ou de carottes râpées, ça n'a pas d'importance. Puisque de toute façon, si vous mangez trop de calories, trop de carottes râpées sans doute,
et que vous ne bougez pas assez, vous prendrez du poids. Donc par conséquent, si vous êtes gros, c'est uniquement de votre faute, c'est pas de la nôtre. Alors pourquoi s'en prendre à nos calories? Prenez-vous-en donc à celles des autres. Alors tous ces postulats, tous ces mantras que je viens d'énoncer, on nous les martèle depuis plus de 50 ans, donc qui n'a jamais entendu ce genre de discours? C'est du bon sens qu'ils te disent, et c'est vrai que, après tout, ça paraît être du bon sens. Mais c'est faux, c'est entièrement faux, et Coca-Cola, en fait, le sait parfaitement comme beaucoup d'autres. Et vous savez quoi, cette erreur, en fait, je l'ai commise envers moi-même pendant de nombreuses années. J'ai culpabilisé en pensant que je n'étais qu'un glouton veule et paresseux, et que si j'étais gros, finalement, c'était uniquement de ma faute. Jusqu'au jour où j'ai commencé à m'intéresser directement au sujet, à lire quelques livres, quelques articles, études scientifiques, et visionner un certain nombre de conférences d'experts éminents, dont je vous mets certaines bibliographies et la webographie en description. Donc, si vous regardez encore cette vidéo après tout ce temps, c'est que vous êtes sans doute victime de surpoids ou d'obésité, et que vous avez sans doute croisé comme moi sur Internet, mais même en allant parfois consulter, ce type de discours culpabilisants qui ont jalonné en tout cas mon parcours contre ma propre obésité. Donc s'il y a une chose à retenir, c'est vraiment de cesser, s'il vous plaît, de culpabiliser. Pourquoi cette lecture de la balance énergétique, celle de Coca-Cola et celle de beaucoup de soi-disant experts autodéclarés sur Internet, n'est pas une bonne lecture et qu'il y a une autre manière de lire et d'interpréter à la fois les calories et cette loi de la thermodynamique. Tout d'abord, posons-nous la question suivante. Est-ce que si on réduit notre apport calorique en entrée, notre dépense calorique, elle, en sortie, va rester la même? Eh bien la réponse est non, et ça fait presque un siècle qu'on la connaît déjà, cette réponse. Puisque dès 1918, des études montraient qu'une réduction de notre apport calorique de 30% induisait systématiquement une réduction de notre métabolisme d'à peu près autant. Notre métabolisme, je le rappelle, c'est la dépense énergétique quotidienne de notre organisme au repos, pour qu'on puisse respirer, réguler notre température, métaboliser les substances nécessaires à notre fonctionnement. Et il constitue au moins 60% de notre dépense énergétique totale. D'accord? Donc même si vous faites de l'exercice physique, de toute façon, 60% de ce que vous dépensez par jour, c'est juste votre fonctionnement normal de votre organisme au repos. Donc les deux paramètres, calories en entrée et calories en sortie, ne sont pas indépendantes. Donc si on réduit la voilure en entrée, la voilure en sortie est réduite aussi. C'est un peu comme un poêle à charbon. Plus on met du bois, plus ça chauffe, moins on met de bois, moins ça chauffe. Notre organisme, il fonctionne de la même manière. C'est pourquoi les régimes dits hypocaloriques ne marchent pas. Au-delà de la partie restriction cognitive, qui est un autre sujet, on le savait depuis 1918. Ensuite, il existe des bonnes et des mauvaises graisses, il existe des bonnes et des mauvaises protéines. Et il y a des bons et des mauvais glucides. Je vais prendre 3 exemples, en commençant par justement cette histoire de glucides. Le glucose est un bon glucide. Le glucose, c'est l'énergie de la vie. Mais parlons du fructose. Le fructose, c'est pas juste le sucre des fruits, comme on aime souvent le dire. Quand vous mangez un fruit, vous mangez aussi toutes les fibres qui vont avec. Et c'est très bien. Mais quand vous buvez un jus d'orange ou un Coca-Cola, vous ne buvez que le fructose pur. Et ça n'a pas du tout la même incidence sur votre organisme, quand bien même vous comparez des calories équivalentes en quantité. Le fructose n'est pas du glucose, il n'est pas du tout métabolisé de la même manière par le foie. Le fructose, c'est un poison en fait. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il est métabolisé uniquement par le foie, déjà, exactement de la même manière que l'alcool. Et c'est exactement pour ça qu'il existe des cirrhoses et des cancers du foie non alcooliques, comme la NASH par exemple, ou stéatohépatite non alcoolique pour les intimes. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà un bon exemple qu'une calorie ne vaut pas une calorie, n'est-ce pas? Puisqu'une calorie de glucose ne vaut pas du tout une calorie de fructose. Prenons un deuxième exemple. La réponse de notre organisme à l'insuline. À chaque prise alimentaire, à chacun de nos repas, survient un pic glycémique dans notre sang qui va déclencher la sécrétion d'insuline par nos cellules pancréatiques. Le rôle de l'insuline est de réguler notre glycémie. Elle va le faire soit en demandant à nos cellules d'utiliser le glucose afin de le métaboliser en énergie et éviter ainsi qu'il ne reste trop longtemps dans notre sang, sinon
à le stocker. En cas d'insulinorésistance, c'est-à-dire que vos cellules ne sont plus aussi réactives que la normale, eh bien, malgré l'afflux d'insuline, le glucose ne pénètre plus aussi bien dans les cellules. Du coup, le glucose s'accumule dans la circulation sanguine et lymphatique, ce qui augmente la glycémie, laquelle, à son tour, stimule une hypersécrétion supplémentaire d'insuline, et ainsi de suite. Heureusement, ou malheureusement, vous allez comprendre très vite pourquoi, pour malgré tout baisser cette glycémie qu'il faut absolument réduire, l'insuline va déclencher un processus métabolique, j'ai nommé la lipogénèse. C'est ce processus métabolique qui conduit vos cellules adipeuses à prendre ce glucose et le transformer en graisse pour le stocker. Voilà un bon exemple, je pense, qui illustre qu'une personne, quand bien même elle réduirait son apport calorique en entrée, continuerait malgré tout à prendre du poids. Alors bien sûr, on ne devient pas insulino-résistant en 2 jours, c'est vrai, ça peut prendre parfois des années, voire des décennies. Mais si l'on a habitué nos cellules à baigner dans l'insuline, à force de manger trop riche, trop sucré, ou grignoter assez souvent entre les repas, eh bien on peut effectivement devenir insulino-résistant et rentrer dans ce cercle vicieux. En ce qui me concerne, par exemple, cela m'a pris au moins 20 ans, à force de consommer du coca presque comme de l'eau, à raison de 1 litre à 2 litres par jour. Et encore pire, du Coca Light. Et c'est d'ailleurs une excellente transition pour mon 3e et dernier exemple, les édulcorants. Pourquoi ? Eh bien parce que leur intérêt, c'est qu'ils permettent de connaître une expérience gustative très proche de celle du vrai sucre, en ayant un apport calorique nul. Donc pour le coup, même dans l'exercice intellectuel qui nous occupe, là on ne peut pas être meilleur, puisqu'on a un apport de calories en entrée qui est de 0. Le souci avec le sucralose, l'aspartame, le sorbitol, l'érythritol, le mannitol, le xylitol et j'en passe, c'est qu'il ressemble tellement au sucre que notre organisme déclenche exactement les mêmes mécanismes. Les cellules pancréatiques que j'évoquais tout à l'heure pour l'insuline, elles croient qu'il y a un pic glycémique, donc elles sécrètent de l'insuline. Donc qu'est-ce qui va se passer? Vous connaissez déjà le reste de l'histoire. Nos petites cellules avec leurs petits bras musclés, elles vont prendre le vrai glucose qui était jusqu'alors dans le sang et qui n'avait rien demandé à personne, et vont soit le consommer, soit le stocker en graisse. Résultat, vous baissez votre glycémie. Au prochain repas, ou peut-être même avant le prochain repas, vous allez avoir une petite fringale, et donc vous allez manger plus la prochaine fois, ou grignoter entre les repas. Parce que vous avez pris quoi? Vous avez pris un Coca Light. Donc, 0 apport en calories en entrée, et pourtant, ça va vous faire prendre du poids. Donc votre balance énergétique, là, elle ne marche pas du tout dans votre histoire. Il y a donc une meilleure façon d'énoncer cette première loi de la thermodynamique, la seule qui devrait exister, en fait. Et c'est la suivante, c'est que si vous devez stocker de l'énergie parce que vous avez des interactions biochimiques, des réponses spécifiques hormonales d'un individu à un autre, et qu'en plus vous devez dépenser de l'énergie pour faire fonctionner votre métabolisme de base, forcément, à un moment donné, il va bien falloir manger ces calories pour équilibrer la balance énergétique. Et quand vous le regardez dans ce sens-là, c'est-à-dire exactement l'inverse de la façon dont Coca-Cola le disait tout à l'heure, eh bien, on se rend compte que les deux comportements que sont la gourmandise et la paresse qui apparaissaient comme des causes de l'obésité précédemment, en fait, ne sont que des effets secondaires à un processus biochimique qui, lui, est la cause racine. C'est bien parce que notre organisme nous demande et nous fait stocker de l'énergie et nous fait aussi dépenser de l'énergie en plus pour fonctionner correctement, qu'à un moment donné, il faut qu'on apporte des calories. Et le disant comme ça paraît si évident. Mais le problème, c'est que tout le monde le lit dans l'autre sens. Et cette façon de lire, qui est la bonne façon de lire la balance énergétique et la loi de thermodynamique, en fait, permet à la personne obèse de se rendre compte que plutôt qu'être l'auteur de son propre délit d'obésité, elle n'en est en fait qu'une victime. Et donc se rendre compte que l'obésité est une maladie. Alors ça paraît tellement évident quand je le dis comme ça, mais c'est pas tellement évident dans le quotidien de toutes les personnes obèses. Et j'aimerais que, à la fois les regards, mais aussi y compris
Ce que j'entends sur Internet, ce que j'entends parfois lorsque moi-même en tant qu'obèse, je rentre dans des cabinets médicaux et en consultation, j'aimerais entendre un autre discours que le discours général. Enfin, pour terminer, je vous poserai une dernière question. Une fois n'est pas coutume dans cette vidéo. Posez-vous la question si la personne obèse choisit d'être obèse. Est-ce que vous connaissez des gens qui choisissent de manger plus et de dépenser moins? Est-ce que vous pensez que si c'était aussi simple que ça, l'obésité serait la plus grande pandémie mondiale qui n'ait jamais existé auparavant, bien devant le Covid? Moi, je pense que la réponse est non. Les enfants sont aussi des victimes. De plus en plus d'enfants sont obèses. Regardez autour de vous, y compris en bas âge. Et ce n'est pas forcément la faute des parents. Il faut à un moment donné se poser la question, quelles sont les conditions de l'environnement dans lequel on évolue dans notre société d'aujourd'hui, qui fait qu'on est soumis de plus en plus à ingérer des mauvaises calories plutôt que des bonnes calories, et effectivement peut-être plus de calories qu'auparavant, c'est certain. Mais le plus important, c'est quelle est la nature des calories que l'on mange beaucoup plus que la génération de nos parents, qui eux n'avaient pas ce problème d'obésité. Je vous remercie pour votre écoute. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vert, rouge, ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez-y, c'est le moment. Et puis appuyez sur la petite cloche, bien sûr, si vous voulez être averti des nouvelles vidéos. J'ai fait une grande pause pour des raisons que j'expliquerai plus tard. Mais là, je reprends des vidéos qui seront à nouveau régulières sur comprendre l'obésité, mais aussi, bien sûr, sur des recettes qui vont bien, etc., comme je fais d'habitude. Voilà. Merci, ciao, ciao, à la prochaine.